Depuis des décennies, les États-Unis ont été le plus grand défenseur de l'Europe. Avec plus de 40 bases militaires du Groenland à la Turquie et environ 84 000 soldats, les États-Unis ont été le principal contributeur au bouclier défensif du continent. Ajoutez à cela certaines des armes les plus avancées au monde, et vous avez une défense militaire redoutable qui existe depuis la création de l'OTAN, en 1949. Mais tout a changé. Pendant des décennies, l'alliance entre les États-Unis et ses alliés transatlantiques paraissait indestructible. Mais avec le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis en janvier 2025, l'impensable semble désormais probable. L'Europe pourrait bientôt devoir assurer sa défense sans les États-Unis. Comment pourrait-elle y parvenir et quelles en seraient les conséquences? Dans cette vidéo, nous explorerons comment l'Union européenne et ses alliés européens, y compris le Royaume-Uni, la Norvège et l'Ukraine, peuvent se défendre sans le soutien des États-Unis. Mais d'abord, quelle est l'importance de la présence militaire américaine en Europe? Et les autres membres de l'OTAN pourraient-ils compenser la différence? En termes de force conventionnelle et de nucléaire, Trump ne se trompe pas quand il dit que les États-Unis assument le principal fardeau de la protection de l'Europe. Les États-Unis possèdent de nombreuses bases militaires stratégiques en Europe, incluant des forces aériennes, terrestres, navales et nucléaires, comme mentionné auparavant. Cependant, l'Europe n'a pas seulement fini par dépendre des vastes effectifs militaires américains et de leur armement. Les États-Unis fournissent environ les 2/3 de l'équipement militaire utilisé par les armées européennes. D'après un rapport de Mario Draghi, ancien Premier ministre italien et président de la Banque Centrale Européenne, entre mi-2022 et mi-2023, 63% des commandes de défense de l'Union Européenne ont été passées auprès d'entreprises américaines. L'Europe a aussi été très dépendante du renseignement américain, surtout celui issu des systèmes inégalés de surveillance aérienne et spatiale en haute altitude des États-Unis. Début 2025. Les États-Unis avaient fourni plus de la moitié de l'aide militaire totale à l'Ukraine dans le cadre de la guerre. Depuis 2022 environ, 66,5 milliards de dollars comparés aux 62 milliards de dollars d'aide européenne combinée. Cependant, une part importante de cette contribution européenne était en réalité constituée d'armes et d'équipements made in États-Unis d'Amérique. Il est donc possible que l'Europe doive remplacer la présence militaire américaine sur le continent. Elle devrait peut-être trouver une nouvelle source d'armes pour ses arsenaux, si le retrait militaire de Trump d'Europe inclut un moratoire sur les nouvelles ventes d'armes. Cela présenterait à l'Europe un autre assortiment de problèmes, en ce qui concerne l'intégration de ces nouvelles armes dans son dispositif de défense et la formation de ses soldats à leur utilisation. Cependant, il est improbable que les États-Unis refusent des commandes de plusieurs milliards de dollars en équipements militaires venant d'Europe. En effet, certains commentateurs ont suggéré que les menaces de Trump de se retirer de l'Europe pourraient en fait être principalement une ruse pour contraindre l'Europe à acheter davantage d'armes fabriquées aux États-Unis. Pour cette analyse, nous supposerons que les armes américaines resteront un élément significatif de la défense de l'Europe, même sans l'implication active des États-Unis. Mais comment l'Europe devrait-elle réorganiser son armée? Quels seraient ses besoins? Et quel en serait le coût? Nous détaillerons bientôt ces problèmes. Mais d'abord, examinons les menaces auxquelles l'Europe est confrontée. La principale étant bien sûr la Russie. L'OTAN a été initialement créée comme un moyen de dissuasion contre l'Union soviétique impérialiste et croit que, sous la direction de Vladimir Poutine, son descendant, la Fédération russe nourrit les mêmes ambitions impériales. Inutile de dire que l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a quelque peu renforcé cette croyance. L'Europe craint que le président russe, Vladimir Poutine, et son bloc de pouvoir aient l'intention d'envahir des parties de l'Europe pour étendre leur territoire et leur domination. Dans le viseur initial se trouvent les États baltes d'Estonie, de Lituanie et de Lettonie. Ces États, anciennement membres de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ont des relations tendues avec Moscou. Leur conquête donnerait à la Russie un plus grand contrôle sur la mer Baltique, renforçant sa position militaire et limitant l'accès de l'OTAN. Cela fournirait également un point d'appui clé pour d'éventuelles opérations visant la Scandinavie, la Pologne et même l'Allemagne, déstabilisant davantage le flanc est de l'Europe. Un autre domaine critique pour la défense de l'Europe est la Moldavie, coincée entre l'Ukraine et la Roumanie. La conquête de la Moldavie amènerait les forces russes aux rives du Danube, menaçant la principale artère du commerce est-européen à travers la mer Noire. La Transnistrie, région séparatiste pro-russe entre l'Ukraine et la Moldavie, possède le plus grand stock d'armes soviétiques en Europe, ainsi que la principale infrastructure militaire de l'OTAN en Roumanie. La Russie considère cette région comme cruciale pour sa sécurité nationale, faisant de la Moldavie une cible prioritaire d'invasion et d'annexion. Pour lancer une invasion terrestre de la Moldavie, la Russie devrait d'abord conquérir les zones fortement défendues du sud de l'Ukraine, entre la Crimée et la Transnistrie. Une invasion dont le succès est incertain. Mais la Moldavie,
n'étant pas membre de l'OTAN ou de l'Union européenne, ne bénéficie pas de leur formidable bouclier défensif, faisant d'elle une cible facile pour une armée russe avide de territoire. Mais la Russie n'est pas la seule menace pour la sécurité européenne. L'OTAN a également identifié la Chine, l'Iran et la Corée du Nord comme des menaces, bien que moins importantes que la Russie pour le moment. Le partenariat stratégique entre la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord depuis l'invasion russe, incluant un engagement de défense mutuelle, n'a guère apaisé les craintes de menaces potentielles venant de ces pays. Compte tenu de la distance entre ses ennemis potentiels secondaires et l'Europe, celle-ci fait face à peu de menaces d'une invasion terrestre de leur part. Toutefois, ces trois nations posséderont d'importants arsenaux de missiles, à longue portée menaçant l'Europe, ainsi que des capacités considérables en matière de cyberguerre et de terrorisme. Et dans l'éventualité d'une guerre majeure éclatant entre la Russie et l'Europe, il n'est pas inconcevable que nous puissions voir des troupes chinoises, nord-coréennes ou iraniennes sur le terrain, se battant du côté russe. La Russie n'a pas actuellement les forces armées suffisantes pour conquérir l'Europe. Donc, toute contribution similaire de ses alliés militaires représenterait sans doute une escalade significative en cas d'invasion de l'Europe. Plus de la moitié des forces armées russes, soit environ 700 000 soldats, seraient engagés dans la guerre en Ukraine. La Russie a réussi à passer à une économie de guerre, et à accroître la production d'équipements militaires clés tels que les chars, les drones, les obus d'artillerie et les véhicules blindés. Cependant, elle nécessiterait une mobilisation de masse de plusieurs millions de soldats à former, ainsi qu'une autre augmentation massive de la production militaire. Avant d'être en mesure de lancer de manière réaliste une attaque à grande échelle et à long terme sur l'Europe, on estime qu'il pourrait falloir de 3 à 10 ans pour qu'ils atteignent cette capacité. Cela donne à l'Europe une petite mais réalisable fenêtre d'opportunité pour améliorer sa défense sans les États-Unis comme filet de sécurité. Quelles mesures l'Europe doit-elle prendre maintenant? Quel en sera le coût et comment le financer? La priorité, c'était de maintenir un soutien significatif à l'Ukraine pour 2 raisons principales. Si l'Ukraine tombait aux mains russes, non seulement la Moldavie serait menacée, mais la Russie serait aux portes de la Pologne, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Roumanie, rapprochant dangereusement sa présence militaire du cœur de l'Europe, y compris l'Allemagne. Les missiles russes et les drones de longue portée seraient à portée de frappe des grandes villes européennes. L'Ukraine est le principal tampon entre l'Europe et la Russie. La deuxième raison est l'armée ukrainienne, forte d'environ 800 000 soldats, avec une probabilité élevée de mobilisation additionnelle prochainement. Non seulement c'est de loin la plus grande force en Europe, mais comme l'armée russe, la plupart de ses membres sont aguerris au combat. Après plus de 3 ans de guerre brutale, de haute intensité et multifacette, cette force continuerait à fournir une défense primaire contre toute invasion russe. Il est possible que cette force devienne une menace pour l'Europe. Que se passe-t-il avec l'armée ukrainienne si l'Ukraine tombe, ou semble sur le point de tomber ? L'Ukraine subit des pressions de ses alliés occidentaux pour signer un accord de paix, ce qui déplaît à l'armée ukrainienne. Il n'est pas inconcevable que cette puissante armée se révolte contre sa propre direction politique et organise un coup d'État ou s'empare d'un morceau de territoire et déclare une indépendance belliqueuse. L'Europe pourrait se retrouver avec les 2 plus grandes armées du continent, l'Ukraine et la Russie, hostiles à elle et l'une à l'autre à sa porte. C'est une autre raison convaincante de s'assurer que l'Ukraine reste dans le giron de la défense européenne. Cependant, soutenir l'Ukraine sans l'aide américaine et renforcer les défenses des autres frontières européennes aura un coût considérable pour l'Europe. On estime que l'Ukraine aurait besoin d'environ 150 000 soldats européens pour repousser efficacement la Russie. Un flux continu d'équipements et de matériel haut de gamme comme des systèmes de défense aérienne et des missiles à longue portée. La facture atteindrait probablement des centaines de milliards chaque année. Et non seulement des centaines de millions. Payer les salaires de 150 000 soldats coûterait des milliards, et l'équipement haut de gamme ferait monter le coût encore plus. Un rapport de Bruegel estime que l'Europe devrait augmenter ses dépenses de défense de 250 milliards d'euros par an pour compenser la réduction de la présence américaine. D'un point de vue macroéconomique, les chiffres sont suffisamment petits pour que l'Europe puisse remplacer entièrement les États-Unis. En 2024, le soutien militaire américain s'élevait à 20 milliards d'euros sur un total de 42 milliards d'euros, ou 21,8 milliards et 45,89 milliards en dollars américains respectivement. 50. Union européenne devrait donc dépenser seulement 0,12% de plus de son produit intérieur brut pour remplacer les États-Unis, une somme apparemment réalisable. Mais creuser un peu plus devient plus compliqué. Les 150 000 soldats et leur équipement devraient être assez mobiles pour un redéploiement rapide. Si la Russie attaque ailleurs, comme dans les pays baltes,
Il est donc probablement logique d'avoir deux de ces forces, totalisant environ 300 000 troupes. La moitié sera déployée en Ukraine, et le reste sera positionné stratégiquement près des zones sensibles, comme les États baltes, prêts à intervenir rapidement. La gestion d'un si grand contingent de troupes pan-européennes présente ses propres défis. Les armées russes et américaines opèrent sous une seule chaîne de commandement bien établie. Et tout le monde, des généraux 5 étoiles aux simples soldats, parle la même langue. À cet égard, l'Europe souffre d'un énorme désavantage. Chaque nation européenne maintient sa propre armée sous sa propre chaîne de commandement. Et il y a une multitude de langues parlées à travers le continent, et parfois même au sein de la même nation. Malgré les progrès réalisés en matière de coordination et de standardisation sous l'égide de l'OTAN, il ne faut pas sous-estimer les défis liés à la fusion de forces disparates ayant des configurations et des cultures très différentes. Il y a environ 1 047 000 militaires en service actif en Europe, Royaume-Uni inclus. Cependant, il reste à savoir s'il est possible, d'ici 3 à 10 ans, de bâtir une armée européenne unifiée et redoutable, capable de surpasser la Russie. L'assemblage de l'équipement qui sera nécessaire à ces troupes n'est pas non plus si simple. Comme mentionné, il est peu probable que des géants industriels militaires américains tels que Lockheed Martin et General Dynamics renoncent volontairement à d'énormes commandes lucratives venant d'Europe. Cependant, l'Europe devra certainement accroître rapidement sa production militaire pour établir une dissuasion crédible face à la Russie, sans même mentionner la Chine, l'Iran et la Corée du Nord réunis. Selon une analyse de Bruegel, il faudrait au minimum 1 millier pour empêcher une percée russe dans les pays baltes. 400 chars, 2000 véhicules de combat d'infanterie et 700 pièces d'artillerie, y compris des obusiers de 155 mm et des lance-roquettes multiples. Cette puissance de combat dépasse celle des forces terrestres françaises, allemandes, italiennes et britanniques, réunies aujourd'hui. Une défense de 90 jours des pays baltes nécessiterait environ 1 million d'obus d'artillerie. Malgré les millions d'obus fournis à l'Ukraine, notamment grâce à une initiative tchèque, l'Europe peine à atteindre ses propres objectifs de production. L'engagement séparé de l'Union européenne de livrer 1 million d'obus en un an a pris un retard de 8 mois, soulignant à quel point il est encore nécessaire d'augmenter la production. Et ce n'est qu'un élément d'équipement critique. En termes de missiles, de drones, de chars, de véhicules blindés et de divers types de munitions, la production de la Russie dépasse déjà largement celle de l'Union européenne combinée et augmente à un rythme toujours plus élevé. L'Europe devrait aussi développer ses capacités en matière d'aviation, de transport, de communication et de renseignement. Cela coûtera cher, surtout si une grande partie des achats se fait aux États-Unis. Une approche plus prudente serait d'acheter un maximum auprès des fabricants européens. Cette stratégie est la plus sensée, en termes de sécurité et d'économie. En termes de sécurité, de récentes révélations sur l'existence possible de commutateurs d'arrêt dans le F-3. Les F-5 fournis par les États-Unis à leurs alliés européens mettent en évidence les risques de dépendre d'équipements militaires étrangers. Et cela vient de l'allié le plus fiable de l'Europe depuis des décennies. Ces types de risques pour la sécurité sont voués à augmenter si l'Europe se procure davantage d'équipements auprès de sources moins fiables comme l'Inde ou Israël. Financièrement, il est plus judicieux d'acheter localement autant que possible. La production devrait augmenter considérablement, l'industrie non militaire réaffectant probablement une partie de sa capacité à la production militaire. Cela pourrait en fait fournir un coup de pouce très nécessaire au produit intérieur brut et à l'emploi dans de nombreux pays européens actuellement en proie à une faible croissance, le chômage élevé et le mécontentement social croissant dû aux difficultés économiques. Les fabricants européens seront probablement très disposés à augmenter leur production militaire en mars 2025. Volkswagen a annoncé qu'au lieu de fermer les usines en difficulté, il envisagerait de les convertir pour produire du matériel militaire au lieu de véhicules grand public. Vu la demande croissante de production de défense en Europe, d'autres grands acteurs industriels suivront probablement, désireux de sécuriser des contrats militaires lucratifs. Des commandes à long terme pour du matériel clé devraient réduire le coût unitaire, permettant à l'Europe d'économiser des dizaines de milliards de dollars dans sa mise à niveau de la défense. À cet égard, plus la fenêtre d'opportunité pour l'Europe de se réarmer reste ouverte sans être en état de guerre, mieux c'est. Les grandes commandes régulières réduisent les coûts, tandis que les commandes d'urgence pour du matériel nécessaire rapidement ont tendance à augmenter considérablement le prix. L'initiative européenne du bouclier, Celeste European Sky Shield Initiative, est déjà une forte avancée vers le renforcement des capacités de défense aérienne de l'Europe. Destinée à intégrer les systèmes de défense aérienne et de missiles au sol de 23 pays européens, l'initiative vise à fournir un bouclier coordonné contre les menaces aériennes, dont les attaques par missiles et drones.
Nous connaissons maintenant les actions requises pour l'Europe et l'engagement financier nécessaire, mais quelle sera la provenance des fonds? Selon l'analyse de Bruegel, les dépenses de défense européennes devront croître considérablement. Du niveau actuel d'environ 2% du produit intérieur brut à environ 3,5% à court terme. Trump a suggéré 5%. Avec les bonnes stratégies d'achat, comme passer de grosses commandes, le coût net pourrait diminuer significativement. Cela coûtera toujours des dizaines, voire des centaines de milliards par an. Actuellement, l'Europe ne peut lever ses fonds que par l'émission de nouvelles dettes, à la fois par l'Union européenne et les États individuels. C'est une épée à double tranchant dans les deux cas. D'une part, il existe des arguments convaincants, selon lesquels une hausse des dépenses militaires financées par la dette stimulerait l'économie européenne. À une époque où la demande externe peut être minée par les guerres commerciales en développement avec les États-Unis et la Chine, et une croissance économique atone. Bien que les effets historiques soient difficiles à déterminer, les dépenses de défense mènent aussi à des innovations technologiques, stimulant la productivité, ce qui se reflète dans les résultats financiers. De plus, la hausse importante de la dette affaiblit les économies, en diminuant les rendements obligataires et en augmentant les taux d'intérêt. Il est discutable que beaucoup des nations les moins riches d'Europe soient en mesure d'assumer ces coûts du tout. Pour les nations européennes prospères, ces effets n'auraient pas posé un tel problème il y a 10 ans. Mais la plupart des économies européennes ne sont pas ce qu'elles étaient, avant le Covid, les revenus perdus des entreprises européennes, à la suite des sanctions anti-russes. Et de fortes augmentations des coûts énergétiques dues au passage du gaz russe bon marché acheminé par pipeline au gaz naturel liquéfié, importé par mer depuis les États-Unis et ailleurs, a nui à la compétitivité européenne, contribuant à un ralentissement économique dans la plupart du continent. Les élections clivantes de 2024 et 2025 en France, en Allemagne, en Slovaquie et en Moldavie ont révélé l'influence croissante des partis populistes et anti-guerre, ainsi que la fragmentation croissante parmi les électeurs. Au Royaume-Uni, la défaite des conservateurs au pouvoir, malgré leur rhétorique populiste, a marqué un tournant vers une position plus traditionnelle et pro-européenne sous la direction des travaillistes. Si les partis au pouvoir en Europe poursuivent la militarisation malgré l'opposition populaire, des coupes dans les dépenses sociales et les programmes de bien-être augmenteront le risque d'un soulèvement social et d'un bouleversement politique. C'est un risque non seulement à l'intérieur des pays individuels, mais aussi entre les nations européennes elles-mêmes. Certains pays comme la Hongrie, la Slovaquie et l'Irlande s'opposent à une augmentation de l'armement militaire, préférant des stratégies moins agressives envers la Russie et la Chine. Avec les divisions entre ces nations dissidentes et les nations pro-ukrainiennes, semblent être en augmentation. Il est incertain que l'Europe puisse mettre en place une défense coordonnée et unifiée contre des menaces externes comme la Russie ou même les États-Unis. L'alternative est que chaque nation se débrouille seule, ou que d'autres nations forment de petites alliances, potentiellement aussi hostiles entre elles qu'envers la Russie. Sur le papier, aucune puissance européenne n'arrive à égaler la force militaire conventionnelle de la Russie ou de la Chine. Et c'est sans prendre en compte l'arsenal nucléaire de la Russie, qui surpasse d'au moins 10 fois la capacité combinée de l'Europe. La proposition d'Emmanuel Macron d'utiliser les armes nucléaires françaises et britanniques pour créer une dissuasion pan-européenne n'est pas si intimidante en y réfléchissant. Il mentionne quelques centaines de bombes nucléaires, alors que la Russie en posséderait près de 6000 selon les estimations. Il est compréhensible que les dirigeants européens s'efforcent de répondre aux menaces américaines de retirer leur protection sécuritaire. Mais se débrouiller seul n'est pas insurmontable. Avec les stratégies adéquates, l'appui du public et un financement approprié, l'Europe devrait être capable de mettre en place une défense crédible d'ici 10 ans. C'est le délai suggéré par l'analyse de Bruegel comme limite extrême pour quand la Russie pourrait être prête à envahir l'Europe. Cependant, atteindre cet objectif en 3 ans minimum semble irréaliste selon l'analyse de Bruegel. Il y a trop d'éléments à considérer, faire et payer. Aussi déplaisant que cela puisse paraître, la meilleure option pour que l'Europe se défende de manière exhaustive va être de plier le genou devant Trump et de faire tout ce qu'il exige. Les États-Unis demeuraient donc le principal bouclier défensif européen. Après tout, rien ne vaut la plus grande armée du monde soutenue par des milliers de bombes nucléaires en termes de dissuasion. Cependant, la question de savoir si les compromis et les coûts exigés par Trump rendent finalement l'Europe plus vulnérable qu'en agissant seule est une autre question. Mais qu'en pensez-vous? L'Europe est-elle capable de se défendre sans les États-Unis? Comment pensez-vous que l'Europe devrait aborder sa défense? Veuillez nous faire part de vos réflexions dans les commentaires, et merci de nous avoir regardés.